Je vais vous présenter la synthèse du chapitre 1, qui a pour titre Un objet technique, à quel besoin répond-il? Nous allons voir dans un premier temps comment faire la différence entre un objet et un objet technique. Nous avons vu en classe que pratiquement toutes les choses qui se trouvent autour de nous peuvent être classées en deux grandes familles. Soit ces choses sont naturelles, dans ce cas-là c'est ce qu'on appelle des objets. Soit ces choses sont fabriquées par l'homme, dans ce cas-là c'est ce qu'on appelle des objets techniques. Il faut bien comprendre la différence entre un objet et un objet technique. L'objet est quelque chose de naturel. L'homme ne l'a pas fabriqué ou ne l'a pas modifié. Alors que l'objet technique, tout ce qui peut se ranger dans la famille des objets techniques, a soit été fabriqué par l'homme, soit été modifié par l'homme. Par exemple, nous avons vu en classe que de la terre, c'est un objet, puisque c'est quelque chose de naturel. Par contre, les poteries sont fabriquées par l'homme, ce sont donc des objets techniques, même si elles utilisent de la terre qui est un élément naturel pour les fabriquer. Nous allons maintenant réfléchir à comment mettre en relation les besoins et les objets techniques. Dans un premier temps, il faut comprendre ce qu'est la notion de besoin. C'est la nécessité ou le désir que nous ressentons. Pour vous donner des exemples très simples, j'ai envie de manger, c'est un besoin, j'ai besoin de me nourrir pour pouvoir vivre. Ou alors un autre besoin très commun, j'ai besoin de me déplacer de mon domicile jusqu'au collège, par exemple pour venir travailler. Eh bien les objets techniques, ils sont fabriqués pour répondre à ces besoins. On ne les fabrique pas par pur plaisir, sinon dans ce cas-là ils ne se vendraient pas, mais parce qu'ils répondent à certains besoins. Par exemple, se déplacer, j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer de chez moi jusqu'au collège, s'habiller, se nourrir, se loger, s'instruire, j'ai besoin d'avoir des livres, d'avoir des sites internet pour pouvoir m'instruire, me distraire. Par exemple, j'ai besoin de consoles de jeux vidéo pour pouvoir me distraire. Ces objets techniques que je vous ai cités permettent tous de répondre à des besoins différents. Maintenant, nous allons voir une notion très importante qui est la fonction d'usage d'un objet technique. Alors, comme nous l'avons défini, la fonction d'usage d'un objet technique est sa capacité à répondre à un besoin. Il existe une méthode très simple pour trouver la fonction d'usage d'un objet technique. Il suffit de répondre à la question à quoi ça sert, et la réponse à cette question sera la fonction d'usage. Durant les activités en cours, nous avons vu que plusieurs objets techniques pouvaient avoir la même fonction d'usage. Une voiture, un avion ou un train ont la même fonction d'usage. Ils permettent tous les trois de transporter plusieurs personnes, bien sûr dans des conditions différentes. Mais un seul objet technique peut aussi avoir plusieurs fonctions d'usage. Durant les activités, nous avons pris comme exemple la règle graduée, qui est un objet technique qui possède plusieurs fonctions d'usage. Une de ces fonctions d'usage est de mesurer des longueurs. En effet, comme son nom l'indique, la règle graduée possède des graduations, souvent en centimètres et en millimètres, qui permettent de mesurer des figures, par exemple en mathématiques, pour connaître leur longueur. La deuxième fonction d'usage de la règle graduée est de tracer des traits droits, par exemple pour souligner ou pour dessiner certaines figures en mathématiques. La règle graduée est un exemple très simple, puisqu'elle a principalement deux fonctions d'usage. Mais nous avons maintenant beaucoup d'objets techniques qui possèdent plusieurs milliers, voire plusieurs millions de fonctions d'usage. Le meilleur exemple, je trouve, est le téléphone portable. Maintenant, les téléphones portables sont pour beaucoup des smartphones, et grâce aux nombreuses applications, eh bien, ces téléphones ont un nombre extrêmement important de fonctions d'usage. Par exemple, pour prendre un smartphone, il permet à la base de téléphoner, mais il permet aussi d'envoyer des messages, il permet de naviguer sur Internet, il permet de connaître la météo, il permet de faire des calculs, il a autant de fonctions que d'applications possibles à installer dessus. Nous allons passer à la dernière partie de cette synthèse sur les composants matériels et logiciels d'un environnement informatique. Lors d'une activité de recherche sur notre projet de l'année, nous avons utilisé les ordinateurs de la salle de technologie. Sur ces ordinateurs, qui ressemblent un petit peu à celui présenté sur ce schéma, il y a tout d'abord un élément primordial qu'il faut retenir, un peu comme le cerveau de l'ordinateur, c'est l'unité centrale. Cette unité centrale, qui est ici entourée en rouge, peut être comparée à notre cerveau.
Elle contient toutes les données, tous les programmes, toutes les musiques, les vidéos qui se trouvent sur l'ordinateur. Comme on ne peut pas utiliser l'unité centrale seule, on vient brancher autour d'elle plusieurs éléments qui permettent de l'utiliser correctement. Ces éléments, c'est ce qu'on appelle des périphériques. Alors par exemple, sur ce schéma, il y a tout d'abord en un l'écran qui permet de voir ce qui se trouve dans l'unité centrale et de cette manière, voilà, avoir accès à toutes ces données. Ensuite, il y a le modem qui permet d'avoir accès à Internet. Puis la souris qui permet de déplacer la flèche sur l'écran pour pouvoir choisir les différents dossiers, les différents fichiers à l'intérieur de l'unité centrale. Les enceintes ont pour but, elles, de lire et de jouer la musique ou les sons qui se trouvent à l'intérieur de l'unité centrale pour qu'on puisse les entendre. L'imprimante permet d'imprimer sur des feuilles de papier les documents qui se trouvent à l'intérieur de l'unité centrale. Et enfin le clavier qui permet d'entrer des chiffres, des lettres et des signes. Si nous utilisons un autre type de schéma pour représenter l'ordinateur complet accompagné de tous ses périphériques, nous voyons ici que l'unité centrale va se retrouver au centre de tous ces périphériques. Pourquoi nous appelons ça des périphériques? Eh bien, comme c'est le cas à Paris où la ville se trouve au centre et le boulevard périphérique tourne autour de la ville, les différents périphériques vont venir se brancher autour de l'unité centrale. Alors, ces périphériques, ils peuvent permettre d'entrer ou de restituer des informations dans l'unité centrale. Si l'unité centrale reçoit des informations d'un périphérique, on l'appelle périphérique d'acquisition. Par exemple, le clavier va permettre d'entrer des lettres, des chiffres à l'intérieur de l'unité centrale. C'est pour cette raison que le clavier est un périphérique d'acquisition. Un autre exemple de périphérique d'acquisition est le micro. Le micro va enregistrer ma voix et l'envoyer à l'intérieur de l'unité centrale, qui elle permettra de le stocker pour plus tard, comme je suis en train de faire, pour faire cette vidéo. La souris, qui est aussi un périphérique d'acquisition, va permettre d'entrer mes mouvements à l'intérieur de l'unité centrale, et le scanner, dernier exemple de périphérique d'acquisition, va permettre de scanner un document et que ce document soit entré à l'intérieur de l'unité centrale et stocké à cet endroit. Si par contre l'unité centrale envoie des informations vers un périphérique, on l'appelle périphérique de restitution. Par exemple, le vidéoprojecteur que nous utilisons en classe, eh bien, les données qui se trouvent à l'intérieur de l'unité centrale, par exemple les documents de cours, sont projetées, sont envoyés vers le vidéoprojecteur et sont ensuite projetés sur le tableau pour que tout le monde puisse les voir. La musique ou les sons qui se trouvent à l'intérieur de l'unité centrale sur notre ordinateur, eh bien, ne peuvent être joués, ne peuvent être entendus par l'utilisateur que si nous branchons des enceintes comme périphériques. Donc cette musique qui se trouve à l'intérieur de l'unité centrale va sortir jusque dans les enceintes et ces enceintes vont nous permettre de l'entendre. L'imprimante, qui est aussi un périphérique de restitution, va permettre aux données qui se trouvent à l'intérieur de l'unité centrale, donc souvent des documents, des cours par exemple, d'être imprimées, d'être envoyées vers l'imprimante pour ensuite être imprimées sur du papier. Et enfin, un des périphériques les plus importants, puisque sans lui l'ordinateur ne pourrait pas être utilisé, c'est l'écran. Les données qui se trouvent à l'intérieur de l'unité centrale, tout ce qu'il y a dans l'ordinateur, sera envoyé vers l'écran pour que nous puissions le voir. Pour essayer de résumer ces notions complexes, il faut essayer de bien comprendre la circulation des données entre l'unité centrale et ses périphériques. Si les données partent d'un périphérique et qu'elles rentrent dans l'unité centrale, comme c'est le cas des périphériques avec des flèches vertes, eh bien on les appelle des périphériques d'acquisition. Si les données se trouvent dans l'unité centrale et qu'elles sortent et qu'elles partent vers un périphérique, alors on les appelle des périphériques de restitution, comme c'est le cas de tous les périphériques sur ce schéma avec des flèches jaunes. Alors lorsque nous avons utilisé des ordinateurs, nous avons vu que pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'il y ait des logiciels, ce qu'on appelle des programmes informatiques, qui soient installés dessus. Ces logiciels sont les fonctions de l'ordinateur, c'est-à-dire qu'ils lui permettent de réaliser différentes choses. Il en existe une multitude, un peu comme les applications sur les téléphones portables, enfin les smartphones plutôt, qui permettent en fait aux ordinateurs d'avoir une multitude de fonctions. Nous avons vu par exemple que si nous voulions naviguer sur Internet, il fallait utiliser un logiciel de navigation, par exemple Mozilla Firefox. Si j'ai un calcul à réaliser sur mon ordinateur, je peux utiliser une calculatrice Windows, qui est un petit logiciel qui est installé de base sur tous les ordinateurs.
Et enfin, je peux utiliser les logiciels OpenOffice pour écrire des documents. C'est la fin de cette synthèse. Merci d'avoir été attentif et on se retrouve en cours pour les différentes questions qu'il pourrait y avoir sur ces sujets.